C'est un véritable travail de fourmi. Un peu plus de 2 mois après le séisme dévastateur, des avocats turcs bénévoles tentent de faire la lumière sur les responsabilités qui ont mené à cette catastrophe. L'une de nos équipes les a suivis au milieu des débris à Hatay, où ils recueillent tout ce qui pourrait servir dans les procédures judiciaires à venir. Notre reporter Guillaume Villadier est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Ce reportage et cette série de reportages, vous l'avez tourné avec Camille Balland. On a découvert hier le tout premier volet qui a été tourné, le premier, Guillaume. À Nourda. C'est à Nourda, bien entendu. On a vu notamment ces femmes et ces hommes qui ont tout perdu. Dans quelques instants, on va donc voir ce reportage auprès des avocats turcs. Mais d'abord, peut-être, brossez-nous le tableau. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, avec Camille Balland, retourner en Turquie pour raconter la situation sur place? Alors, en fait, dès les premières heures, dès les premiers jours qu'on suivi le séisme, ce qui a frappé, ce sont ces images de destruction énormes, vraiment énormes pour un pays comme la Turquie. La Turquie, c'est un pays développé, un pays moderne qui sait construire. Il y a un vrai savoir-faire. C'est un pays qui construit des ponts immenses, des aéroports, des autoroutes qui sont très, très performantes, qui marchent très bien. Antisismique. Antisismique. Et là, tout d'un coup, un séisme arrive, ce qui n'est pas rare en Turquie, c'est une zone sismique. Et là, on se retrouve avec des destructions énormes, avec un bilan humain immense. On parle maintenant presque de 100 000 morts. Alors, pourquoi ça s'est passé dans un pays comme la Turquie qui construit autant? Pourquoi ces immeubles se sont effondrés? Pourquoi cet immeuble s'est effondré et pas un immeuble parfois qui est très récent? Pourquoi cet immeuble s'est effondré et pas celui d'en face? Voilà, on a cherché un petit peu à savoir ce qui s'était passé. On parle de corruption, on parle de malfaçon. On a voulu venir voir sur place un petit peu ce qui s'était passé. Et parmi celles et ceux donc que vous avez rencontrés, Guillaume, il y a ces avocats, disons-le, bénévoles, qui très vite, quelques jours après, on va le découvrir dans votre reportage, ont voulu aller sur le terrain. Pourquoi? Regardons plutôt votre reportage. Attends là, ça c'est 2 immeubles ou le même immeuble? Avant toute chose, trouver un repère, le nom de la rue, le numéro du bâtiment. Voilà, je suis là, je valide, et ça me donne le numéro de la parcelle. Dans les ruines du vieil Antakya, pas d'autre moyen de s'y retrouver. Cela fait des jours qu'Erdjan et ses collègues ratissent ces rues dévastées. L'association des avocats de Turquie a demandé à ses membres s'ils voulaient venir relever des échantillons, des preuves sur les bâtiments endommagés. Je me suis porté volontaire avec mes amis. On vient de la côte ouest, de Bodrum. On télécharge une application spéciale. Le programme nous indique la marche à suivre. D'abord, je prends une photo générale. Puis, ça me demande de photographier les fers à béton. Je pose une pièce d'une livre à côté, c'est pour avoir l'échelle, pour comparer la taille. Béton, briques, bois. Pour chaque habitation, Erdjan essaie de recenser un maximum de matériaux. Toutes ces photos sont envoyées vers un centre et stockées. Plus tard, n'importe qui, un avocat, un locataire, une famille de victimes, pourra s'en servir comme preuve pour entamer une action en justice. Pourquoi cet immeuble s'est-il écroulé le 6 février? Pourquoi celui d'en face tient-il encore debout? Dans ce quartier historique autrefois très touristique, les avocats cherchent le moindre détail. Il y a une maison derrière, mais c'est trop étroit. Je ne peux pas y aller, c'est trop dangereux. Ça peut s'écrouler. Il y avait combien de maisons ici? Même ceux qui sont restés ne reconnaissent plus leur quartier. Il y avait des petites ruelles, les murs étaient hauts. Chaque maison avait un jardin et plusieurs familles vivaient sous le même toit. Beaucoup de gens sont morts. On a perdu beaucoup d'amis, des jeunes surtout. Si vous avez besoin de preuves, contactez le bureau de Hatay. Merci beaucoup. Bon courage. C'est chez nous ici. Pourquoi tu ne comprends pas? Au fond d'une ruelle, les cris d'un homme en colère. Ta maison est en ruine. Arrête. Fais pas d'histoire. Fais pas d'histoire. Le propriétaire de la maison là-bas voulait récupérer ses affaires. Mais ils enlèvent tout. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils travaillent vite. Contre les pelleteuses, c'est une véritable course contre la montre.
Car à Antakya, le grand nettoyage a bien avancé. Des milliers de tonnes de preuves potentielles ont déjà disparu. Dans certains quartiers, ils se sont très vite débarrassés des débris. Ils n'ont rien laissé, pas une pièce de ferraille. Nous, les avocats, on a compris qu'il fallait agir vite. On a mis nos familles à l'abri et 3 jours après le séisme, on s'est remis au travail. Regardez, c'est un bureau du gouvernement. Quelques jours après le séisme, une avocate furieuse a publié cette vidéo. Derrière ce mur, il y a tous les tests de construction pour les écoles, les lieux de travail et les résidences à Antakya. Les règles ont-elles été respectées? On ne saura jamais. Un ordre de démolition a été pris. Il y a 2 pelleteuses là-bas. Il y a des centaines d'autres lieux à déblayer pour sauver des gens, mais ils les ont envoyés ici. Sous ces gravats, dit-elle, il y a des milliers de permis de construire. À la tête de l'État, ils disent que c'est la catastrophe du siècle. C'est leur manière de ne pas assumer. Si les promoteurs avaient construit leurs immeubles correctement, si les municipalités les avaient contrôlés comme il faut et si l'État leur avait donné les moyens de faire ce travail, il n'y aurait pas eu autant de morts. La responsabilité des pouvoirs publics est énorme. Et si ça tremble comme ça à Istanbul, à Antalya ou à Izmir, nous serons confrontés aux mêmes destructions. La nuit tombe, les avocats sont de retour au camp. Ils dorment dans des tentes, comme tous les sinistrés. La rue de l'hôpital, la rue Kuyulu. Les petites ruelles aussi, c'est fait? C'est fait. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pu couvrir que la moitié d'Antakya. On a commencé par le centre parce que c'est là qu'ils détruisent le plus. Il nous reste beaucoup de quartiers à faire. À ce jour, 600 propriétaires ou entrepreneurs auraient été arrêtés. Déjà il y a 23 ans, après le séisme d'Izmit dans le nord de la Turquie, 2000 personnes avaient été poursuivies pour malfaçon. Toutes avaient fini par être amnistiées. Quant aux responsables politiques, aucun pour le moment ne semble avoir été inquiété. Mais ceux qui les critiquent, médias ou internautes, ont toutes les chances d'être sanctionnés. Un reportage signé Guillaume Villadier, Camille Ballan et Séverine André. C'est le 2e volet de notre série à voir donc tout au long de la semaine sur TV5 Monde et sur nos réseaux sociaux. Guillaume, récolter des preuves, si je puis dire, c'est bien. Voir des procès ou au moins des procédures, des plaintes prises en charge par la justice, c'est mieux. Là aussi, si je puis dire, est-ce qu'il y a des chances de voir des procédures judiciaires? Alors ça, en fait, on ne sait pas, c'est la grande inconnue. Alors en effet, ces avocats font un travail titanesque, hein, ils recueillent énormément de preuves, leur base de données va être énorme. Ceci dit, on a vu ça à Hatay, on a vu juste ça à Hatay. On a visité d'autres villes, Nourda ou Kahramanmaraş, on n'a pas vu d'avocats dans les décombres chercher des preuves éventuelles. Donc déjà, c'est très localisé, c'est que pour l'agglomération d'Antakya, dans la province d'Hatay. Alors ces bases de données vont-elles être utilisées? On ne sait pas. Déjà, peut-être pour les gens qui cherchent des indemnités, qui vont contacter leur assurance. Ce qu'on ne voit pas dans le reportage, c'est que les avocats prennent aussi en photo les voitures. Quand ils trouvent une voiture effondrée, par exemple, près de cet immeuble, il y avait une voiture qui était vraiment sous un immeuble. On arrivait à distinguer la plaque d'immatriculation. Donc ils la prennent en photo et si le propriétaire éventuellement veut réclamer une indemnisation, il pourra utiliser ces données. Donc là, ça peut être utilisé sur ce point-là. Pour les procédures judiciaires, là, ça reste vraiment la grande inconnue. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des procédures qui sont en cours. Il y a, je le disais, il y a 600 personnes qui auraient été arrêtées, qui sont inquiétées par la justice parce qu'elles sont plus ou moins impliquées dans les destructions d'immeubles. On a vu cette arrestation assez médiatique d'un promoteur qui avait construit cet énorme immeuble un peu emblématique à Antakya, qui est l'immeuble Renaissance, un immeuble de luxe, 12 étages, avec 800 personnes à l'intérieur, qui s'est effondré, qui s'est littéralement couché sur le côté. Donc il y aurait 800 morts et 1000 morts et ce promoteur a été arrêté alors qu'il quittait le pays avec les poches pleines d'argent. Lui, il va être poursuivi. Ceci dit, en 1999, lors du séisme d'Izmit, près d'Istanbul, il y avait aussi 2000 personnes qui avaient été arrêtées, des promoteurs, des entrepreneurs, et qui ont finalement, à la longue, été amnistiés et qui n'ont pas vraiment été inquiétés par la justice. Et justement, Guillaume, puisque vous parlez de ces amnisties, c'est vrai qu'attention à la communication. On va justement remonter quelques années en arrière. On a retrouvé une déclaration du président Erdogan, 2019, donc ça se passe à Maras. Voilà comment il se félicitait de cette dernière amnistie. On écoute. Nous avons résolu le problème de 144 156 citoyens de Maras grâce à une amnistie de zonage.
Alors là, c'était sur les amnisties concernant cette fois les constructions. Alors, ça concerne une autre loi d'amnistie, une autre loi. Donc régulièrement, en Turquie, il y a des lois d'amnistie pour blanchir, pour régulariser les constructions illégales, les maisons qui ont été mal construites. Ouais. Donc pas aux normes sismiques, par définition. Ils ne sont pas aux normes sismiques. Ça peut être une extension qui n'a pas été autorisée, ça peut être une élévation qui est dangereuse. Ce n'est pas autorisé par la mairie, mais finalement, les propriétaires traînent un petit peu et il y a une amnistie qui vient régulariser ces constructions. Et donc la dernière, elle date de 2018. Elle a régularisé 3 millions de constructions illégales, 3 millions de maisons qui n'étaient pas aux normes. Et parmi ces maisons, il y en a, notamment dans la ville où Erdogan fait ce discours, Maraş, qui est l'une des villes les plus touchées par le séisme. Il y a au moins 12 000 morts, des milliers d'habitations détruites. Et parmi ces habitations, il y en a sans doute qui ont été amnistiées en 2018. Attendez, ça, c'est-à-dire que Guillaume, les Turcs le savent, ça qu'on a amnistié justement des constructions illégales, avec le risque potentiellement, dans un pays sismique, de voir ces immeubles s'effondrer. Oui, c'est une sorte de système un petit peu récurrent, mais d'un autre côté, vous voyez, le président Erdogan s'en félicite parce qu'en amnistiant ses propriétaires, il les libère aussi d'un poids, puisque en général, on parle de gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui ont fait les choses par eux-mêmes. Donc tout ça, c'est une sorte de cercle vicieux, en fait. Bien sûr. Et pourquoi je vous pose la question, Guillaume? Parce que forcément, le contexte est particulier. Le 14 mai, élection présidentielle, élection législative. Le président Erdogan se représente. Est-ce qu'il peut payer dans les urnes sa gestion de cette catastrophe? Alors, c'est ce qu'on a pu penser dans les premiers jours, parce qu'on a vu la colère des sinistrés, les secours n'arrivaient pas assez vite, les critiques étaient bâillonnées. Le président Erdogan a fait fermer Twitter pour faire taire ses premières critiques, sachant que Twitter servait aussi aux sinistrés, aux gens qui étaient sous les décombres pour se signaler au secour. Donc tout ça, ça a fait naître une certaine colère. On s'est dit, oula, là, il joue gros, là, il va peut-être payer ça dans les urnes. Et puis il y a cette histoire aussi de malfaçon potentielle dans les habitations dont on parlait. Par exemple, cette loi d'amnistie, tout ça, ça pouvait vraiment lui revenir comme un boomerang pour les élections. Et finalement, pas tant que ça. En tout cas, nous, ce qu'on a vu en allant dans certaines villes où la colère avait éclaté les premiers jours, c'est que tout est rentré dans l'ordre, que le président Erdogan, finalement, a fait amende honorable quelques jours après le séisme, il s'est excusé, et puis surtout, il est passé à la vitesse supérieure. Il a fait construire des villes provisoires de containers où des milliers de familles sont relogées, les gens sont sous des tentes ou des containers. Il a promis que toutes les habitations détruites seraient reconstruites quelque part d'ici un an. Et sur le terrain, en tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est que les gens y croient, veulent y croire en tout cas, et que finalement, malgré les critiques de l'opposition, eh bien, ce séisme pourrait ne pas forcément le mettre tant que ça en péril. Ouais, d'ailleurs, il était en bas dans les sondages, il est remonté, semble-t-il, Guillaume. Juste un petit aperçu. D'ailleurs, tous ces sinistrés, ils vont pouvoir aller voter, pas sûr. Hein. Alors ça, on ne sait pas trop. Alors il y a les sinistrés qui sont restés dans leur région, qui n'ont pas quitté leur ville, ou qui sont dans les environs de leur ville, qui vivent dans des camps de tentes ou des camps de containers, de plus en plus de camps de containers maintenant, qui sont très bien organisés pour la plupart. Est-ce que je pense que dans ces endroits-là, les votes vont pouvoir être organisés. Reste à savoir, après, tous les réfugiés, il y a des milliers, voire des millions de personnes qui sont éparpillées dans tout le pays, chez des proches, dans le nord, dans l'est, sur les côtes de la mer Noire. Ceux-là seront-ils enregistrés sur les listes électorales? Ça reste à savoir. Ça reste à savoir. Merci beaucoup, Guillaume. Donc demain, le 3e volet. Et le 4e, ce sera à Maraş, la ville que vous avez citée. Exactement. On a entendu le président turc Recep Tayyip Erdogan. Voilà donc pour cette série exceptionnelle à voir tout au long de la semaine sur TV5 Monde. Merci, Guillaume.